French Boss, le podcast des entrepreneurs voyageurs. Éric Gendry. Conexo Ventures, c'est une société de venture capital qui se focus sur des startups d'Europe du Sud ou d'Amérique latine qui vont être très très fortes dans leur domaine, dans l'intelligence artificielle ou les fintech, en tout cas au moins en Europe ou dans un pays ou aux États-Unis, et qui vont se déployer de façon un peu exponentielle sur l'Amérique latine. La société Conexo en fait est basée à Madrid, dans lequel on a effectivement plutôt nos analystes et d'ailleurs un de nos partenaires qui est une grosse boîte de private equity qui s'appelle GED Capital, qui est une boîte de private equity d'1 milliard d'euros, qui est en joint venture avec nous pour 50% du fonds, qui nous a permis de lever pas mal de capitaux auprès de ce qu'on appelle les family office en Espagne, au Portugal et en Europe en général. Je dirais que moi, je suis basé aux États-Unis pour en fait gérer effectivement la partie investisseurs américains, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs américains qui sont intéressés par l'Amérique latine. Ensuite, des investisseurs en Amérique latine, notamment au Mexique. Donc il y a beaucoup aussi de ce qu'on appelle de family office qui s'intéressent à diversifier effectivement leurs assets. Et puis, ce qui est aussi important, c'est de s'associer avec des venture capitalistes américains pour faire ces investissements. Il était un serial entrepreneur. Un jour, notre invité a voulu passer à la vitesse supérieure. Créer des startups et les revendre à des sociétés comme Samsung ou Ingenico ne l'amusait plus. Il allait maintenant aider les autres à créer leur start-up. Aujourd'hui, c'est donc un entrepreneur investisseur que nous accueillons au micro de French Boss. Salut à tous, Damien Balzan, 52 ans, est donc notre invité cette semaine. Alors son univers, celui qui l'a conduit à devenir entrepreneur, c'est celui de la carte à puce. Et le début de son histoire nous ramène près de 30 ans en arrière, à l'époque où une société française, J'aime Plus, venait de créer des cartes téléphoniques à puce qui permettaient d'appeler depuis des cabines téléphoniques. Cette histoire nous amène aussi au Mexique, un pays à l'époque émergent, passionné et très demandeur de nouvelles technologies. Le Mexique et la carte à puce ont donc fabriqué la rampe de lancement de la carrière de Damien Balzan. Il y a moins de 2 ans, Damien crée Conexo Venture, un fonds de venture capital, de finance participative. Le but est d'aider de jeunes entreprises d'Europe du Sud à se développer en Amérique latine et aux États-Unis. Aujourd'hui, ce fonds, spécialisé dans l'intelligence artificielle et les nouvelles technologies, ce fonds pèse environ 50 millions d'euros. Mais au début, l'histoire de l'entrepreneur se mêle étroitement à celle de l'étudiant. L'Institut supérieur du commerce à Paris, puis un MBA à l'Institut technologique du Massachusetts, le MIT. C'est là que tout va véritablement démarrer. Damien Balzan. Ce qui m'a servi le plus, c'est le réseau incroyable du MIT. C'est-à-dire que premièrement, j'avais participé à un concours de business plan où j'étais finaliste, qui m'a permis de rencontrer mon cofondateur, Will Grayling, qui est un entrepreneur qui était lui-même repeat et assez génial, qui lui avait fait et l'école MIT Engineering et le MBA. Et ensuite, je dirais tout le réseau d'investisseurs qu'il y a autour du MIT pour ce qu'on appelle les early stage startups, c'est-à-dire que tout ce qui est le financement d'idées qui ne sont pas encore complètement développées. Et ça couplé effectivement au réseau qui était déjà pas mal de tech française, J'aime Plus, ça nous a vraiment permis de décoller, quoi. Maintenant, j'ai eu aussi la chance de rencontrer des gens qui m'ont vraiment motivé à y aller, parce que souvent c'est pas facile j'avais 34 ans quand j'ai vraiment lancé ça, et qu'on a une femme, des enfants, puis qu'on se dit qu'il n'y a plus de salaire et qu'il faut attendre le financement,
c'est un peu difficile, mais je dirais que c'est un peu être dans un espèce d'environnement où finalement beaucoup de gens font ça et il y a une espèce d'émulation qui se crée qui fait qu'on y va. Après ça, c'est une espèce d'adrénaline de redémarrer un projet et de recommencer à zéro, mais je pense que ça c'est vraiment unique. Et ça je dirais que j'étais à des milliers d'années-lumière quand j'étais en France de pouvoir lancer quelque chose comme ça. Je pense que maintenant c'est très différent, mais ça et plus effectivement avoir été quand même dans une start-up française comme Gem+, qui est devenue Gemalto, tout ça a fait que je pense que j'étais mûr. Alors Damien, vous me dites j'étais à milieu de ça, vous parlez de la création de start-up quand j'étais en France. Est-ce que vous pensez que c'est le fait d'être dans des pays émergents qui pouvait susciter cette envie et cette adrénaline consécutive à la création d'une start-up? Je pense que c'était peut-être pas dans l'air du temps, ou c'est pas quelque chose qui me serait venu à l'idée quand j'étais en école de commerce en France. Mais encore, je vous rappelle, c'était dans les années 90. Maintenant, je sais que c'est complètement différent. Mais à l'époque, le rêve de tout diplômé, c'était de rentrer dans une grosse société comme Procter & Gamble ou Nestlé ou autre. Maintenant, il y a une vraie, je veux dire, ça s'est vraiment internationalisé et maintenant ça vient un peu partout. Et je pense que le rêve principal maintenant des jeunes diplômés, c'est de démarrer des sociétés. Et c'est beaucoup plus facile que ça pouvait l'être il y a 30 ans en France, c'est sûr. Alors, on va parler du Mexique, parce que c'est là véritablement que vous avez pris d'une certaine manière, si j'ai bien compris, un petit peu votre envol, Damien. Ce pays-là, c'est un pays méconnu, mais c'est un pays vu de France, dont on n'a pas l'impression qu'il est possible d'y créer de belles affaires, mais probablement je suis en train de me tromper. Oui, parce que en fait, comme ils disent en fait un peu au Mexique, ils disent tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos, si loin de Dieu et si près des États-Unis. Et quand on est si près des États-Unis, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a quand même un dynamisme entrepreneurial qui est réel. Il y a de grosses sociétés. Il y a des gens qui sont très bien formés aussi, donc dans des universités qui sont des émules d'universités américaines ou par des gens qui viennent des États-Unis, qui sont allés se former aux États-Unis. Donc ça reste une économie clé du continent, et je pense que c'est un pays qui pourra jamais sombrer malgré les clichés qu'on peut en avoir sur tout ce qui est narcotrafic et autres. Mais c'est un pays dans lequel en fait justement l'utilisation de la technologie permet de résoudre des gros problèmes. Je viens d'investir dans une néobanque espagnole qui se déploie en ce moment au Mexique, une société qui s'appelle Binext. Eux ils vont pour bancariser 50% de la population, parce que plus de 50% de la population au Mexique n'est pas bancarisée. Donc il y a des problèmes énormes, mais des problèmes qui peuvent être résolus aujourd'hui par de la technologie. Adapter une technologie simple, parce que quand je vous dis une néobanque, c'est une application mobile avec une carte de débit, mais ça permet de résoudre beaucoup de problèmes dans la population. Et voilà, ce genre de start-up ou de technologie, on voit que ça crée énormément d'activités dans un pays qui reste un pays à forte croissance. Alors, vous m'avez parlé de votre rencontre avec celui qui a été votre premier associé. Est-ce qu'au moment où vous avez lancé vos premières sociétés, on va reparler bien sûr de la création de Connexo Venture qui est beaucoup plus récente, au moment où vous avez lancé vos premières sociétés, est-ce que vous avez eu besoin de procéder à des levées de fonds, en gros de chercher de l'argent, quoi? Ah bah oui, alors ça c'est un art d'ailleurs. Est-ce que c'est plus un art, pardonnez-moi, je vous interromps, est-ce que c'est plus un art de trouver de l'argent au Mexique que dans d'autres pays?
Au Mexique, c'est un peu nouveau, l'industrie du venture capital. C'est pour ça d'ailleurs que moi je me dis qu'il y a une niche, il y a quelque chose à faire, puisqu'il y a des startups qui se lancent, qui permettent de résoudre d'énormes problèmes et donc du coup qui ont un potentiel fantastique. Donc il se trouve que pas mal de ces startups, elles sont au départ basées en Espagne. Donc l'Espagne c'est quand même un marché important qui est en Europe, mais il y a un marché qui est finalement beaucoup plus gros, celui de l'Amérique latine, qui est un marché très naturel pour des gens d'Europe du Sud et qui leur permet de multiplier leur perspective par 5 ou 6 quand c'est les bonnes sociétés, quand elles ont la bonne technologie. Donc nous on finance des sociétés plutôt effectivement dans le sud de l'Europe et on commence à en financer qui sont des sociétés locales, donc finalement en Amérique latine. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui vous avez viré, aujourd'hui vous êtes réellement un investisseur comme peut-être l'investisseur que vous auriez cherché il y a quelques années au moment de la création de vos premières sociétés? Oui, exactement, parce que en fait, je finance des sociétés qui ont des idées dans tout ce qui peut être financial technology, donc mais qui vont résoudre des gros problèmes. Donc moi, quand j'ai lancé ma première société en 2002, où je m'attaquais à un gros problème qui était le fait qu'il y avait un potentiel de plus de 50 millions de personnes, en tout cas aux États-Unis, et près de 500 millions dans le monde, qui étaient des commerçants et qui n'avaient pas de terminaux pour recevoir du paiement. Ou alors c'était trop cher ou trop compliqué. Et donc je m'attaquais à un problème tellement énorme que j'ai reçu finalement des investissements de sociétés comme Visa, parce que voilà, pour elles c'était presque stratégique. Dans le cadre de ce que je fais effectivement aujourd'hui, je m'attaque à des problèmes comme effectivement la bancarisation, comme les technologies d'assurance, donc ce qu'on appelle l'insurtech, qui sont encore des domaines dans lesquels il y a des vieilles technologies, il y a un manque énorme d'efficacité, et dans lesquels finalement des sociétés avec des entrepreneurs jeunes qui comprennent bien les enjeux, comprennent bien les problèmes, ils sont capables de diviser par 3 ou 4 les coûts de traitement actuels, qui sont capables de diviser par 5 ou 10 les coûts d'acquisition des clients. Et donc c'est ça qu'on va voir, et c'est ça qu'on voit. Et finalement, dans des pays émergents, en tout cas un pays émergent un continent émergent comme l'Amérique latine, il y a énormément de potentiel. Et aujourd'hui, l'industrie du venture, elle a été principalement centrée sur les États-Unis, ensuite la Chine, ensuite l'Asie, ensuite l'Europe. Mais l'Europe, c'est un quart de l'industrie du venture capital, c'est un quart de ce qu'elle peut être aux États-Unis et la moitié de ce qu'elle est en Chine. Donc ça, il faut bien le comprendre. Donc en Amérique latine, elle était encore très 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 faible. Et donc pour accéder à des sociétés qui résoudent des vrais problèmes et en même temps qui ont des valorisations qui sont abordables, c'est un peu pour ça qu'on s'est lancé là-dessus. Mais on lancera un deuxième fonds ensuite qui sera beaucoup plus étendu sur l'Europe, donc notamment sur la France. Ce qu'on voulait, c'était créer avec mon partenaire Isaac, qui est d'ailleurs Isaac de la Peña, qui était aussi un classmate du MIT. On voulait un peu créer un espèce de track record de façon à pouvoir faire des fonds plus grands. Et en fait, c'est un peu tout le challenge de Conexo Ventures aujourd'hui. Vous êtes aujourd'hui à Boston, vous dirigez donc cette société que vous avez créée il y a 1 an et demi. Tout à l'heure, vous m'avez cité un chiffre, 50 millions, mais j'aimerais en avoir d'autres. Pouvoir me faire une idée, une sorte de portrait robot de ce qu'est aujourd'hui Conexo Venture. Alors effectivement, c'est pas facile parce que vous dites ok, vous occupez d'Amérique latine et puis finalement vous cherchez des sociétés en Europe du Sud et vous êtes basé à Boston. Alors donc Conexo Ventures, c'est une société de venture capital
qui se focus sur des startups d'Europe du Sud ou d'Amérique latine, qui vont être très très fortes dans leur domaine, dans l'intelligence artificielle ou les fintech, en tout cas au moins en Europe ou dans un pays ou aux États-Unis, et qui vont se déployer de façon un peu exponentielle sur l'Amérique latine. La société Conexo en fait est basée à Madrid, dans lequel on a effectivement plutôt nos analystes et d'ailleurs un de nos partenaires qui est une grosse boîte de private equity qui s'appelle GED Capital, qui est une boîte de private equity d'1 milliard d'euros, qui est en joint venture avec nous pour 50% du fonds, qui nous a permis de lever pas mal de capitaux auprès de ce qu'on appelle les family office en Espagne, au Portugal et en Europe en général. Je dirais que moi, je suis basé aux États-Unis pour en fait gérer effectivement la partie investisseurs américains, parce qu'il y a beaucoup d'investisseurs américains qui sont intéressés par l'Amérique latine. Ensuite, des investisseurs en Amérique latine, notamment au Mexique. Donc il y a beaucoup aussi de ce qu'on appelle de family office qui s'intéressent à diversifier effectivement leurs assets. Et puis, ce qui est aussi important, c'est de s'associer avec des venture capitalistes américains pour faire ces investissements. Donc, en fait, la clé du succès en fait, de pas mal de ces startups, c'est au fur et à mesure des levées, de faire venir des investisseurs américains. Les investisseurs américains aujourd'hui s'intéressent pas mal aux sociétés dans lesquelles on investit, parce qu'elles sont on investit souvent à des valorisations qui sont en dessous du marché, et elles vont vers des problématiques tellement énormes que ils savent que leurs valorisations vont augmenter de façon assez exponentielle. Et donc dans la plupart des investissements que nous l'avons fait en co-investissement avec des investisseurs américains, mais aussi d'ailleurs des investisseurs européens. D'accord. Alors j'aimerais qu'on soit très concret, Damien. Aujourd'hui, vous aidez, même avec les partenaires que vous avez, vous aidez quel nombre de sociétés? Quelle est la hauteur moyenne de votre aide? Si on pouvait mettre quelques chiffres sur cette activité. Alors typiquement, nous on investit entre 1 et 3 millions de dollars, ou d'euros d'ailleurs, dans les sociétés. En général, on commence à mettre un ticket de 500 000 à 1 million. Et puis ensuite, on les accompagne jusqu'à 3, ça peut être jusqu'à 5 millions, on espère, la vente de la société. Et pour l'instant, nous avons investi dans 3 sociétés. Alors, on est en train de finir l'investissement de la 4e. Donc, une société dans le domaine de la cybersécurité bancaire qui s'appelle Buguru, qui est basée à Madrid. Une autre qui est dans le domaine bancaire, donc une néobanque espagnole qui s'appelle Binext, qui se déploie au Mexique, aussi basée à Madrid. Et puis une société basée à Quito, en Équateur, qui est dans le domaine de l'e-commerce en Amérique latine. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais une société très similaire à une société américaine qui s'appelle Stripe, qui permet à tous les gros commerçants type Uber, Cabify, Telefonica, qui sont présents en Amérique latine, de permettre aux gens de payer par carte de crédit de façon très sécurisée et maximisant un peu leur infrastructure. Alors, quels ont été les critères de choix de ces 3 ou 4 sociétés que vous aidez actuellement? Quels sont les critères? Alors, les critères, d'abord, il faut qu'elles aillent dans un très très gros marché, dans un marché qui est encore très peu développé et dans lequel il y a un potentiel énorme. Sur le plan géographique, là, vous voulez dire? Non, taille du marché. Aujourd'hui, par exemple, je vous prends l'exemple du marché de la néobanque. Aujourd'hui, aller s'attaquer aux gens qui sont pas bancarisés, c'est un marché énorme. Dans le monde, c'est 3 milliards de personnes. Donc, ce sont des marchés énormes, ce sont des sociétés qui, en tout cas, se développent très très vite.
vite. Il y a des exemples en Europe, comme sociétés comme N26 ou Revolut en Angleterre, qui ont réussi à convertir des millions de personnes à l'utilisation d'une banque simple, qui est une simple application. Et là, c'était même pas de gens qui n'étaient pas bancarisés, c'est des gens qui voulaient avoir une meilleure expérience. Cette expérience appliquée à des pays émergents, ça crée vraiment une révolution, parce que ça permet aux gens de se bancariser de façon très simple et rapide. Enfin, un autre exemple, effectivement, c'est le domaine de la cybersécurité bancaire. Aujourd'hui, effectivement, toutes les banques, dès que vous êtes sur votre banque digitale, vous ne le savez pas, mais il y a des gens qui essayent d'accéder à votre compte et qui sont, pendant que vous êtes logué sur votre banque, essayent de récupérer vos credentials. Donc il y a énormément d'attaques, il y en aura de plus en plus. Et donc, on a effectivement repéré une société qui était très en avance dans ce domaine, qui utilisait effectivement beaucoup d'intelligence artificielle, machine learning, et qui était extrêmement adaptée à des problématiques en langue espagnole ou portugaise en Amérique latine. Voilà. Donc toutes ces sociétés en fait, dans lesquelles on a investi depuis un an, elles ont multiplié par elles ont une croissance de 400 à 500% en moins d'un an. Entre autres parce que elles ont pu ouvrir leur marché, qui était finalement très régional, à un marché beaucoup plus gros en fait. Question de Béotien, Damien, mais question que je me pose. Quel est le modèle économique de votre société? Vous investissez dans des entreprises qui ont une croissance, dont vous venez de le dire, énorme. Vous payez, entre guillemets, sur cette croissance. Comment ça se passe? Quel est le modèle économique? Alors le modèle économique, il est très simple. Enfin, c'est d'abord aujourd'hui on se paye pas, donc ça c'est pour commencer. On paye des analystes. On paye des analystes à Madrid pour nous aider à faire toute cette partie d'analyse. Et quand on a fini de lever en fait nos 50 millions, donc on en est aujourd'hui, on a levé exactement 30 millions. On devrait arriver à 50 millions d'ici à septembre. À ce moment-là, on a un management fee, on a un fee d'environ 2% du capital qu'on se paye chaque année pour payer effectivement les dépenses d'analyse et des différents partenaires, dont moi. Donc ça c'est une partie, mais l'autre, ensuite on prend 20% des profits en fait. 20% des plus-values qu'on fait à revendre les sociétés. C'est un modèle qui est assez clair chez les venture capitalistes. À ce moment-là, on se le reverse à la fin. Donc effectivement, il vaut mieux bien choisir. Voilà. D'accord. Alors, petite question plus humaine. Vous qui avez créé des entreprises et qui aujourd'hui aidez de jeunes entreprises à se créer, quelle est la plus grande fierté? C'est celle de réussir une entreprise qu'on a créée ou de réussir à aider une entreprise à se créer? Alors, effectivement, c'est une bonne question. Et en fait, il y a un moment où, moi, je me suis dit, est-ce que je crée une quatrième société, ou est-ce que finalement j'aide des entrepreneurs finalement plus jeunes qui ont peut-être plus la pêche? Est-ce que finalement je peux pas être plus efficace à faire ça? Et j'ai commencé à apprendre donc pendant mes 3 ans à Samsung où je m'ennuyais un peu, même si c'était passionnant de pouvoir continuer sa start-up avec simplement un autre grand nom. Et finalement, je me suis aperçu qu'il y avait des petits jeunes de 30 ans qui avaient des super idées, qui voyaient les choses de façon différente et qui étaient capables d'avoir les bonnes idées. Et je me suis aperçu que j'étais beaucoup plus finalement efficace à les aider qu'à essayer de refaire une quatrième société. Et finalement, c'était un plaisir. Donc j'ai été impliqué dans pas mal de startups. D'ailleurs, pas mal toujours. Je suis toujours très impliqué en dehors de mon fonds, puisque mon fonds est hyper spécialisé.
pour les raisons que je vous ai données, donc vraiment pour qu'on puisse essayer d'avoir ce track record. Mais je continue à investir de façon personnelle dans pas mal de startups et finalement à être extrêmement impliqué dans certaines. Par exemple, je viens d'investir dans une société française qui s'appelle Greenly, qui vous permet de calculer votre empreinte carbone en fonction de chaque dépense que vous faites avec votre carte de crédit. C'est-à-dire que ce qu'ils font, c'est que ils calculent, alors quand vous allez faire vos courses au Monoprix, ils calculent en gros quelle va être l'empreinte carbone moyenne d'un panier de 75 € au Monoprix. Ou alors évidemment il y a d'autres endroits, si vous allez à un restaurant et que vous êtes végétarien, ils vont calculer à peu près l'empreinte carbone que vous allez faire. Et c'est extrêmement intéressant parce qu'ils vous permettent finalement de racheter, en fait, de compenser votre empreinte en rachetant effectivement votre empreinte. Et ça, c'est à travers un entrepreneur que j'ai connu à Boston, qui est rentré à Paris, qui s'appelle Alexis Normand, qui vient de démarrer et qui va se focuser sur donner cette solution à toutes les banques. Quelque part, le fait d'avoir 15 ans ou même un peu plus de moins que moi, je pense qu'il peut faire des choses que je pourrais plus faire. Que j'aurais pu faire à 35 ans, mais que je dirais qu'à 52, je suis peut-être plus capable de faire. Il faut savoir le dire. C'est un peu Jack Ma qui je ne sais pas si vous avez suivi Jack Ma, qui est le fondateur de Alibaba et d'ailleurs de Alipay. J'ai eu quelque part la chance de le rencontrer personnellement et de passer 3 heures avec lui et il me disait un peu la même chose. Il disait voilà, à 20 ans il faut faire tous ses rêves, à 30 ans il faut accélérer, il faut vraiment lancer sa start-up. À 40 ans, il faut commencer à écouter les petits jeunes et à 50 ans, il faut les aider. Mais je trouve que c'est très vrai. Vous me fournissez la transition vers ce qui va être ma dernière question, Damien. Quel conseil sur le plan géographique vous donneriez aujourd'hui à un jeune justement de 20 ans qui voudrait monter sa start-up? Est-ce que vous lui donneriez le conseil d'aller le monter comme vous avez choisi de le faire dans un pays émergent, ou est-ce que vous lui donneriez un autre conseil? Je pense que le premier conseil, c'est c'est de bien s'entourer. C'est-à-dire que ça se fait jamais tout seul, donc il faut être dans une dynamique. Et ce que je trouve, c'est que aujourd'hui en France, en fait, c'est de plus en plus possible. C'est-à-dire que les écoles et l'écosystème se mettent en place pour qu'on puisse démarrer sa start-up finalement sans aller très très loin. Je pense qu'il faut plus, c'est plus forcément une question de géographie. En revanche, il faut être absolument sûr qu'on va régler des problèmes qui vont bien au-delà de la France. Et donc il ne faut pas hésiter à aller voir ce qui se fait ailleurs. Moi je trouve qu'il y a quand même énormément de choses à faire en Afrique. Je pense que c'est le début. On commence à voir d'ailleurs des startups assez extraordinaires. Moi ma région c'était l'Amérique latine parce que j'ai commencé là-bas. Ça m'a permis de penser un peu différemment. Il ne faut pas hésiter à voyager, à régler des gros problèmes, mais maintenant je pense que basé en France on peut faire des choses assez énormes. S'il n'avait pas 52 ans, Damien Balzan ferait donc la même chose, mais ailleurs, plus près de l'endroit où il est né. Vous pouvez réécouter ce podcast ici même ou bien sur iTunes. Passez une bonne semaine. Salut.